Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouveau jeu. Et aujourd'hui, on va jouer à Marvel United X-Men. Alors, licence Marvel United a été créée par une boîte très célèbre que vous connaissez sûrement en tant qu'amateur de board game, qui est Cool Mini or Not, qui est réputée pour la qualité des figurines qu'ils produisent. En fait, ils ont fait plusieurs Kickstarter sur l'univers Marvel quand ils ont obtenu la licence. Le premier a été plutôt sur l'univers des Avengers, c'était le Marvel United de base, que moi j'ai kickstarté, j'avais pris la totale à l'époque. Et un peu après, ils ont sorti le Marvel United X-Men. Et je me suis évidemment senti obligé de le prendre pour plusieurs raisons. La première, c'est que je suis un grand fan de l'univers X-Men, je vais y revenir après. La seconde, c'est qu'ils avaient intégré dedans, mais évidemment, tout plein de nouveaux héros qu'on n'avait pas dans le premier, et notamment de la licence X-Men. Un playmat qui permet de jouer, je l'avais pris dans la saison 1, mais qui permet de jouer en solo. C'est-à-dire que les cases des lieux qu'on va parcourir sont toutes orientées face aux joueurs solo. C'est vachement plus pratique pour jouer en solo, c'était pas le cas sur la première version. Ils ont créé également des tuiles épaisses pour les lieux. On a 6 lieux à chaque fois sur une partie. Ils ont créé des tuiles épaisses en carton rigide qui étaient vraiment très agréables pour jouer. Et ça n'est pas tout. Ils ont créé également des jetons en acrylique qui remplacent les tokens en carton et qui sont vraiment extrêmement agréables à manipuler. Donc tout ça, plus la licence X-Men, faisait que j'ai craqué effectivement pour cette deuxième édition, sur laquelle j'ai fait le all-in également. Donc ce que je vous présente aujourd'hui, c'est vraiment du matériel premium Kickstarter. Évidemment, dans la boîte de base, vous n'aurez que des cartons souples, vous n'aurez pas les jetons acryliques, ce sera du carton, vous n'aurez pas le playmat. Enfin voilà, je tiens à le préciser pour ceux qui se rueraient en boutique pour l'acheter en pensant avoir tout ça. Ça ne sera absolument pas le cas. Il fallait faire le Kickstarter pour profiter de ces éléments cosmétiques et qui rendent le jeu beaucoup plus agréable. Vous avez même le tour de jeu, enfin les règles spécifiques à l'accomplissement des missions qui sont imprimées sur le playmat avec les cases, tout bien fait, donc c'est top. De la même façon, les figurines ne sont pas peintes dans le jeu de base. Moi, j'ai fait la peinture avec le maigre talent qui est le mien. J'ai pas la prétention d'être un spécialiste en peinture, mais voilà, j'ai peint les 3 héros qu'on va utiliser. Donc nous avons Wolverine, Cyclope, évidemment Jean Grey, voilà, la fameuse rousse amoureuse de Cyclope, et nous allons affronter ni plus ni moins que Juggernaut, le fléau, l'un des ennemis les plus emblématiques des X-Men, je peux vous le dire, et je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi cette configuration-là. Alors, un petit préambule, pas historique, comme sur les jeux historiques, mais plutôt sur mon histoire personnelle. Moi, j'ai découvert les X-Men en 1978, j'avais 10 ans quand j'ai découvert les revues Marvel. Alors à l'époque, c'était l'éditeur lyonnais Lug, les éditions Lug, avant que ça soit racheté par Semic, mais c'était les éditions Lug qui publiaient tous les albums. Donc il y avait les albums des 4 Fantastiques, il y avait les revues mensuelles qui s'appelaient Strange, bimestrielles qui s'appelaient Titan, et trimestrielles qui s'appelaient Special Strange, avant qu'ils n'en rajoutent d'autres comme Nova, etc., ou Spidey pour les amateurs de Spider-Man. Et moi, en 1978, je passe des vacances avec mes parents chez mon frère et un de mes 2 frères. Mes frères ont une différence d'âge importante avec moi. Donc il était déjà en couple, voilà, il venait de s'installer à Toulon. Et lors de cette période de vacances, on doit être à la rentrée, fin d'été, rentrée 1978, avant la rentrée scolaire. Pendant le trajet, mon père, qui m'achetait régulièrement des revues dont je m'amourachais chez les buralistes, m'avait acheté un exemplaire. Il l'avait fait en bande dessinée. C'était dans les mêmes éditeurs, les éditions Luc de La Planète des Singes. C'était les bandes dessinées du fameux film avec Charlton Heston et ses suites. Et au verso de la dernière page, enfin au dos de couverture de cet album, il y avait de la publicité pour d'autres albums Marvel. Et en particulier, un album des 4 Fantastiques, donc on connaît les Fantastic Four avec la Chose, la Torche Humaine, l'Invisible et Mister Fantastic, qui s'appelait Panic à New York, qui était sorti à peu près à cette époque-là, en album dans les librairies. Et je vois ces personnages emblématiques en costume, je vois la Chose surtout, c'est cette espèce d'homme de brique orange là, et ça me fascine littéralement. Et sur ces entrefaits, nous arrivons donc chez mon frère, et nous allons en librairie. Mon frère dit: tiens, je vais t'acheter une bande dessinée, mon petit frère.
Et du coup, nous arrivons en librairie, et qu'est-ce que je vois? Je vois une des 3 revues donc bimestrielles, mensuelles ou trimestrielles des éditions Lug. En l'occurrence, c'était Special Strange et c'était le numéro 13. Et sur cette couverture, on voit, parce que c'était un des épisodes qui était présenté, hein, dans chaque comique comme ça, il y avait en général plusieurs héros. Dans Strange, on avait Daredevil en premier épisode, ensuite on avait un épisode d'Iron Man et on avait 2 épisodes de Spider-Man. Dans Titan, je vous passer des meilleurs, mais c'est là qu'ils ont repris notamment en bande dessinée la suite de la Guerre des Étoiles. Donc vous imaginez que moi, fan de Star Wars, j'ai lu ça. Et dans Special Strange, il y avait effectivement un épisode de La Chose, des 4 Fantastiques, mais qui était un épisode en solo, sans faire partie de son équipe. Et c'était cet épisode qui était en première de couverture, où on le voyait dans la jungle oubliée avec Khazar, hein, l'espèce de Tarzan-like de l'univers Marvel, dans la jungle oubliée. Et la jungle oubliée, c'est un endroit dans l'univers Marvel où il y a des dinosaures. Et La Chose posait devant un tyrannosaure étendu à ses pieds. Alors, vous imaginez bien que ce personnage qui commençait à me taper dans l'œil, plus ce tyrannosaure, moi qui adorais les dinosaures, hein, j'étais fan de King Kong à cette époque, j'avais vu le film, etc., le vieux film de 1933, j'avais même vu le remake de 76 au cinéma, évidemment, je dis à mon frère, je voudrais avoir cette revue, donc je la prends. Et il se trouve que le premier épisode de la revue, puisque dedans il y avait 2 épisodes de Spider-Man, je crois, un épisode de La Chose et un épisode des X-Men, en l'occurrence des nouveaux X-Men, qui venait de faire un reboot après la série des années 60 qui n'avait pas forcément très bien marché avec l'équipe originelle, hein, qui se composait de Jean Grey, du Fauve, de Cyclope, Angel et Iceberg, dirigé par le professeur Xavier, hein, qui dirigeait cette école pour jeunes surdoués et dont l'objectif était d'apprendre aux mutants à maîtriser leurs pouvoirs. Eh bien, dans cet épisode qui s'intitulait « Lequel vaincra le fléau », c'est le tout premier que j'ai lu, nous avons une partie des nouveaux X-Men, puisqu'une nouvelle équipe a été constituée. Alors, elle est toujours dirigée par Cyclope. Nous avons Jean Grey qui a eu un grave accident suite à une mission dans l'espace. C'est ce qui donnera naissance au personnage de Phoenix, puisqu'elle sera réincarnée en Phoenix. Et tout ça nous amènera à la fin d'une saga d'une 40aine d'épisodes, à la terrible saga du Phénix Noir, hein, qui conclut ce cycle de renaissance, si vous voulez, avant que les histoires continuent, et qui, moi, m'a vraiment enthousiasmé à l'époque. Mais voilà, elle est blessée, ils sont revenus de mission dans l'espace, elle se soigne à l'hôpital, Cyclope, évidemment, Scott Summers, Cyclope, veille à son chevet, et le professeur Xavier aussi. Et les autres X-Men sont envoyés pour se reposer, et donc ils sont constitués du Hurleur, Sean Cassidy, Banshee en anglais, de Colossus, ce jeune russe qui a été adopté par le professeur Xavier pour lui apprendre à maîtriser ses pouvoirs et qui a le pouvoir de se transformer en homme de métal d'une force extraordinaire. Le Hurleur, lui, ayant un cri sonique qui peut tout détruire sur son passage et qui lui permet de voler. Wolverine, évidemment, que je ne présente pas, qui à l'époque s'appelle Serval, puisque la traduction française avait, dans les albums Lug, avait traduit par Serval, hein, son animal fétiche, hein, puisque Wolverine, c'est le Serval, hein, cette espèce de fauve, voilà, de nord-américain. Nous avons Tornade, qui maîtrise les éléments, évidemment, qui est capable de voler et qui maîtrise la foudre, un peu comme le dieu du tonnerre Thor. Et puis nous avons Diablo, cette créature à moitié démon, à la peau bleue, aux yeux jaunes, dotée d'une queue fourchue, et qui a le pouvoir de se téléporter d'un endroit à l'autre, et qui est un acrobate invétéré. Et donc je découvre cet épisode où en fait les X-Men sont prisonniers dans les oubliettes de Castle Cassidy, le château de Sean Cassidy, le hurleur, qui les avait emmenés en vacances là-bas, et il se trouve que le château a été investi par un ennemi légendaire du professeur Xavier, en l'occurrence son demi-frère Cain Marco, qu'on appelle le Fléau. Donc Cain Marco, il faut savoir, on le voit dans les albums des années 60, c'est le demi-frère de Xavier, il lui voue une haine féroce, et lors de la guerre de Corée, en fait, Cain Marco se retrouve emprisonné dans un temple, il touche une idole de Sitorak, un dieu, une divinité de la région, et finalement se retrouve muet en fléau humain, c'est-à-dire un personnage inarrêtable, d'une force incroyable que rien ne peut stopper. Et donc, dans les albums de la série originale, on découvre le Fléau qui tente d'attaquer l'école, les X-Men arrivent à le vaincre, bref, j'en passe, c'est des meilleurs. Et quand Chris Claremont et Dave Cockrum, puis John Byrne, les 2 premiers dessinateurs de ce nouveau cycle des X-Men, ont repris la série, ils ont décidé de réintroduire progressivement des ennemis du groupe original qui vont affronter les nouveaux. Et là, en l'occurrence, le Fléau a tendu un piège aux X-Men en vacances à Castle Cassidy, avec l'aide du cousin du Hurleur, qui s'appelle Black Tom Cassidy, et tous les deux sont dans les oubliettes, et c'est là que l'épisode précédent se terminait, que moi je n'avais pas lu, et que je lirai par la suite, parce qu'évidemment je me procurerai les épisodes qui me manquent, vous vous en doutez bien.
eh bien, voilà, il les retient prisonniers, et là, en fait, Tornade craque parce qu'elle est claustrophobe, on le découvre dans cet épisode, elle s'effondre dans les ruines du castle, et donc il ne reste que Colossus, Wolverine, Diablo et le Hurleur pour affronter les deux adversaires acharnés de Xavier, et en l'occurrence Cain Marco le Fléau, qui évidemment dans cet épisode leur en fait voir des vertes et des pas mûres jusqu'à arriver à les vaincre à la fin, et on reste sur un cliffhanger terrible à se demander ce qui va se passer. Suite à ça, il y a tout un tas d'autres épisodes, et on arrivera à cette fameuse saga du Phénix Noir, où, après avoir affronté d'autres ennemis légendaires du groupe, et en l'occurrence le terrible Magneto, hein, qu'on a vu dans les films pour le coup, même s'il n'est pas tout à fait pareil que ce qu'on voit dans la bande dessinée, c'est toujours pareil, hein, les scénaristes ont envie de réinventer à foison les scénarios, alors qu'ils avaient une base extraordinaire avec les comics, et qu'ils auraient dû se contenter de les adapter tels quels. On ne va pas revenir dessus. En tout cas, ça les amène à tout un tas d'événements, l'équipe se trouve divisée, Jean Grey qui est devenu Phénix pense que les autres sont morts et inversement, et finalement ils vont se retrouver dans une aventure sur l'île de Muir. Il faut savoir que l'île de Muir, c'est le pendant de l'école pour jeunes surdoués du professeur Xavier, hein, où il entraîne ses élèves et il entraîne ses super-héros, avec notamment la fameuse salle des dangers qui leur permet d'entraîner leur pouvoir. Et bien sur l'île de Muir, nous avons Moira McTaggart, qui est une ancienne amoureuse du professeur Xavier, et qui fait des recherches génétiques sur les mutants, hein, puisqu'effectivement tous ces personnages sont des mutants, et le thème central de la série, c'est finalement apprendre à maîtriser leurs pouvoirs, se faire accepter de la race humaine, qui évidemment a peur d'eux parce qu'ils ont des pouvoirs et qu'ils pourraient les supplanter. Tout le thème central tourne autour de ça. Et donc elle fait des recherches sur les mutants, et il se trouve, je ne vais pas vous refaire toute l'histoire, mais qu'en gros, un des mutants qui est dans son centre de recherche et qui est enfermé dans une cloison, dans une cellule étanche, c'est son propre fils, qu'on appellera Proté, et qui est un mutant qui a la capacité, en fait, comme un espèce de vampire, d'absorber les corps. Mais au lieu de drainer l'énergie vitale d'une personne, il rentre à l'intérieur de son corps, hein. Ça fait un peu penser à Eden, le téléfilm fantastique, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui avait remporté un prix au Festival d'Avoriaz, mais c'est un peu le principe. Il possède un corps, il l'use, alors il récupère les compétences du corps en question, il l'use jusqu'à ce qu'il s'effondre en poussière, et il doit en posséder un nouveau. Et donc il y a toute une série d'épisodes sur l'île de Muir où les X-Men affrontent, au large de l'Écosse, ce Proté pour essayer de le vaincre, parce qu'il est un adversaire redoutable pour l'humanité. Et pendant ce temps-là, se met en place un autre scénario où on va voir apparaître un personnage qui s'appelle Jason Wingard, qui en fait est un ancien ennemi des X-Men, mais on ne le sait pas encore, hein, qui s'appelle le Cerveau, qui faisait partie de la confrérie des mauvais mutants originale dirigée par Magneto, et qui a réussi à nouer un contact psychique avec Jean Grey Phoenix pour l'influencer. En fait, il va en arriver à détruire des barrières de protection psychologique qu'elle a mis en place pour maîtriser son pouvoir phénoménal. Et tout ça va avoir des conséquences cataclysmiques, et les X-Men vont être amenés à affronter, et ça va être très compliqué pour eux, ce personnage et ses acolytes qui font partie de ce qu'on appelle le Club des damnés, le Hellfire Club en anglais. Pourquoi je vous raconte tout ça ? Parce que, évidemment, je n'ai pas de quoi faire ce scénario-là. Alors, je pourrais, en piochant dans mes boîtes, j'ai tous les personnages. Jason Wingard, je l'ai, ses acolytes, je les ai aussi. On pourrait faire quelque chose qui ressemble à ça. Moi, j'ai décidé de vous faire une mission contre le fléau pour repartir de mon scénario original qui m'avait tant marqué. Et j'ai mis des lieux emblématiques. J'ai mis évidemment, il y a 6 lieux, hein, vous les voyez sur ces grands cartons. J'ai mis l'institut pour jeunes surdoués du professeur Xavier, je ne pouvais pas ne pas le faire. Le hangar où se trouve rangé le Blackbird SR-71, leur fameux jet avec lequel ils partent en mission. Le jet en question, forcément, je ne pouvais pas faire moins. Et puis j'ai pris 3 autres lieux mythiques. L'astéroïde M, qui est l'astéroïde où Magneto fait ses complots, et Magneto étant un ennemi mythique des X-Men, ça me semblait important de mettre ce lieu en jeu. Évidemment, l'île de Muir, hein, vous avez compris toute l'importance qu'elle pouvait avoir, et le Hellfire Club Building, c'est-à-dire le building du Club des damnés. Et donc on va imaginer dans ce scénario, voilà, qu'il y a un truc qui se passe, Magneto a manigancé quelque chose, le fléau est à ses ordres, il est de mèche avec le Club des damnés, et voilà, et on a tous ces lieux emblématiques de l'univers X-Men qui sont là.
Et nous sommes prêts du coup à démarrer notre partie. Mais je voulais vous donner cette explication de contexte parce que pour moi, les X-Men, c'est quelque chose de particulier et faire une partie avec ce matériel, ces lieux emblématiques, ça a quelque chose d'extraordinaire pour moi. Ça me ramène à mes 10 ans, à ma jeunesse, à tous ces albums incroyables que j'ai lus et que j'ai dévorés, notamment quand j'étais en vacances au bord de la mer à La Baule avec mes parents l'été, au printemps, j'allais acheter ça en librairie. Vous imaginez les épisodes des X-Men qui au début, il y en avait un par numéro de Special Strange et un Special Strange sortait tous les 3 mois. Donc en gros, vous aviez 4 épisodes par an. Imaginez aujourd'hui une série Netflix, pour vous donner une analogie, où on aurait 4 épisodes par an, et on attendrait 3 mois pour avoir le suivant. Alors, certes, après, ça s'est accéléré, ils sont toujours restés trimestriels, mais ils ont mis 2 épisodes par album, mais pour autant, voilà, fallait avoir la patience de lire la suite, et ça crée une espèce d'attente et d'immersion qui rendait la découverte de l'épisode suivant extraordinaire, surtout que la plupart du temps, les épisodes se terminaient par des cliffhangers terribles, quoi. On pensait qu'un des héros était mort, on voyait quelque chose d'incroyable se passer, un enlèvement, une menace, et on se disait qu'est-ce qui va se passer au prochain épisode. C'était vraiment... Enfin, Chris Claremont qui a fait ces scénarios était incroyable. Donc maintenant, revenons à nos moutons et revenons à notre partie. Alors, comment marche ce Marvel United X-Men? Vous avez un deck de héros. Alors normalement, en multijoueur, chacun contrôle un héros avec les cartes de ce héros-là. Moi, j'ai pris Tornade, Wolverine et Cyclope, qu'on voit ici, pour ce scénario. En mode solo, on nous demande tout simplement de mélanger les paquets des 3 joueurs pour n'en constituer qu'un seul, puisqu'on joue tout seul. Et on tire une main initiale de 5 cartes, que j'ai ici. Je vais vous expliquer comment ça marche. Avec l'obligation, si nous avons une carte Starting Hand, dans les paquets des héros, ça arrive des fois de la prendre obligatoirement dans la main de départ. Alors je n'en avais qu'une, c'était que Wolverine qui en avait une, donc je l'ai prise et après j'ai tiré au hasard. Je trouve que j'ai que du Wolverine et du Cyclope, mais c'est un pur hasard. Une carte, c'est simple, soit vous avez simplement une icône en bas, ou une série d'icônes, soit vous avez un texte. Quand vous avez un texte, quand vous jouez la carte, vous appliquez le texte, plus l'icône, et vous jouez avec les icônes du héros précédent qui a été joué. C'est-à-dire que si par exemple j'avais joué Cyclope en premier, j'aurais obtenu 2 icônes de combat, et si je joue Wolverine après, je peux rejouer au moment de Wolverine son icône à lui de mission spéciale, là, et les 2 icônes de combat. On a des icônes Joker qui valent n'importe laquelle des 4, puisque les 4 icônes sont du déplacement, ce qu'on appelle l'héroïque action, on va voir ce que c'est, les actions héroïques, et puis du combat. Donc ça, c'est ma main de départ. Et puis nous avons un deck pour notre vilain, dont on va tirer des cartes. Alors notre vilain, c'est le fléau. Je lui ai mis son nombre de points de vie. C'est marqué sur sa fiche combien on en met, c'est des petits tokens en plastique, chacun valant 1 point de vie. C'est très simple. En multijoueur, comme on a mélangé, enfin en solo, pardon, comme on a mélangé 3 héros différents dans le paquet, on considère qu'on est comme dans une partie à 3 joueurs. Donc j'ai mis le nombre de points de vie du fléau, de Juggernaut, égal au nombre de joueurs 3, c'est-à-dire 8 points de vie. Je gagne la partie si j'arrive à lui enlever son dernier point de vie, tout simplement. Certains vilains ont des plans machiavéliques qu'ils essayent de mettre en jeu, qui, s'ils les réussissent, leur permettent de gagner la partie. Ça n'est pas le cas avec Juggernaut, il est plutôt simple, c'est pour ça qu'on va le faire. Après, nous avons des lieux où Juggernaut a créé un certain nombre le fléau a créé un certain nombre d'éléments. Alors, c'est lié au paquet du méchant aussi, à chaque fois. Il a ces 6 cartes qui vont aller chacune sur un lieu. Ça dépend. Des fois, il y a des ennemis supplémentaires à affronter. On aurait très bien pu avoir une carte de Black Tom Cassidy qui venait lui filer un coup de main. Ça aurait été très thématique. C'est pas le cas. Là, en l'occurrence, pour lui, ça va être simple. À chaque fois, il faudra réussir à mettre 3 jetons héroïques sur le lieu pour s'en débarrasser. Quand on l'aura fait, on récupérera le petit symbole crâne qu'on est là, on le mettra sur cette carte. De la même manière, vous voyez qu'il y a des personnages, on les voit ici, des civils en bleu et des méchants en rouge qui viennent aider notre vilain. Quand on est sur une zone, on peut combattre pour les éliminer. Quand on les élimine, les civils, on les met ici, les méchants, on les met ici. À chaque fois qu'une carte a rempli son nombre d'icônes, qu'est-ce qui se passe? On l'enlève et on affecte dans l'ordre les effets. La première fois qu'on aura réussi une des 3 missions, le vilain va agir plus souvent. On va voir comment tout à l'heure. La deuxième fois, et c'est seulement à partir de ce moment-là, on pourra lui faire des dégâts. Donc tant qu'on n'a pas réussi 2 missions, on ne pourra pas affronter Juggernaut, le fléau, et lui faire des dégâts. Et puis enfin, la troisième n'est pas obligatoire, puisqu'à partir du moment où on a libéré celle qui permet de faire des dégâts, on peut remporter la partie, puisque c'est la condition de partie. Mais la troisième permet à chaque héros de piocher une carte. Comme je joue comme si j'en avais 3, si jamais ça arrivait, j'en piocherais 3 immédiatement. Comment on perd ? Si à un moment donné, j'ai plus de cartes dans ma main ni dans ma pioche, j'ai perdu.
Et si à un moment donné, le fléau n'a plus de carte à jouer, c'est-à-dire qu'au moment de piocher une carte pour lui, je ne peux plus le faire, j'ai perdu. Voilà, c'est comme ça que je gagne. Et je perds. Et je gagne en le battant. Ces règles spéciales sont simples. Il a une règle qui s'applique quand un héros est KO, mais je ne la ferai pas parce qu'en mode solo, en mode multi, on peut avoir un héros KO, il revit, etc. Enfin, il y a des règles qui permettent de le faire revivre. En mode solo, quand un héros est KO, et il est KO comment? Quand il a plus de cartes en main, c'est-à-dire que j'ai été obligé d'en défausser parce que j'ai eu des blessures et j'ai plus de cartes en main, et bien dans ce cas-là, c'est mort, je perds la partie. Donc sa règle spéciale qui s'applique quand les héros sont KO, ben, je ne l'appliquerai pas. Il a une règle BAM qui s'applique. Si jamais sur la carte qu'on révèle pour lui, il y a un effet BAM qui est marqué, ben, j'appliquerai l'effet BAM. Et l'effet BAM, il est simple. Il fait un dommage à chaque héros dans les lieux qu'il va traverser ou dans lesquels il va entrer pendant son tour. Donc si par exemple il y avait un héros là et que Juggernaut se déplaçait de 2 cases, eh ben, il ferait un dégât, soit 2 dégâts. Et les dégâts pour moi c'est simple, je perds des cartes de ma main pour chaque dégât. Donc ça peut me mettre sans carte en main et du coup me mettre KO et me mettre en game over, tout simplement. Il faut savoir que il y a aussi un effet d'overflow. Vous voyez que j'ai des cases libres encore pour mettre des civils ou des méchants sur les lieux. Bah, si à un moment donné je ne pouvais plus en mettre, chaque héros qui se trouverait dans le même lieu que le fléau prendrait un dégât. Voilà. Et on tirerait à ce moment-là une nouvelle carte du fléau qu'on mettrait face cachée sur la piste. C'est ici qu'on va jouer les cartes, en fait, sur cette piste circulaire. Ça va nous faire une espèce de timeline cinématique avec toutes les actions. C'est très sympa. Et donc, du coup, ça fera épuiser le paquet du fléau plus vite et je pourrai perdre plus rapidement. Dernière chose, les missions qui sont là, donc je ne pourrais les accomplir qu'en dépensant des actions héroïques, hein, vous voyez. Elles me donnent des conséquences tant qu'elles sont là. Elles sont de 3 sortes. Il y a le saut de Sitorak que j'ai ici et ici. Il est très simple, son pouvoir, c'est que tant qu'il est là, c'est-à-dire que je n'ai pas complété avec 3 icônes pour enlever ça et enlever le marqueur ici de menace, et bien si un héros démarre, donc une figurine de héros bien sûr, hein, démarre son tour dans ce lieu, ça annule les effets spéciaux qui sont sur leur carte. Autrement dit, si ce héros jouait cette carte-là, on n'appliquerait pas l'effet de son cadre, tout simplement. Ensuite, on a l'avatar de Sitorak, il y en a 2 ici, là et là. C'est simple. Tant que j'en ai au moins un qui reste en jeu, le fléau ignore un dégât qui lui est fait par chaque héros, à chaque tour de héros. C'est-à-dire si par exemple j'allais le combattre parce que j'avais réussi les 2 premières missions là et que je pouvais enfin lui faire des dégâts, si je lui fais 2 dégâts, bah, tant que j'ai un truc comme ça en jeu, j'en fais un de moins, donc j'en fais qu'un. Et enfin, on a le pouvoir de Sitorak. Quand un héros prend un dégât dans la case où se trouve le pouvoir de Sitorak, tant qu'il est encore actif, ce héros prend un dégât supplémentaire. Donc là aussi, ça peut me mettre en game over très rapidement. Et enfin, dernière chose, quand on a accompli une mission, on retire la carte, on prend le petit token tête de mort qu'on met là. Quand on en a 4, on a rempli cette mission, ça en fait une sur les 3. Mais surtout, on va débloquer un pouvoir spécifique à ce lieu. Qui se déroulera à chaque fois en fin de tour. Quand un héros termine son tour, il pourra bénéficier du pouvoir spécial qui est ici, tout simplement. Et donc le tour de jeu, il est simple. C'est le vilain qui joue. Alors, tout premier tour, c'est le vilain qui joue. C'est marqué ici, la case start de démarrage. C'est une carte vilain qu'on doit jouer. Puis ensuite, 3 cartes héros, puis une carte vilain, puis 3 cartes héros. Donc 3 tours pour les héros. C'est comme ça que ça marche en solo. Et on appliquera les effets de la carte vilain. Par contre, dès qu'on aura rempli une des 3 missions, on n'est pas obligé de les faire dans l'ordre. Et bien, dans ce cas-là, le vilain jouera une carte après 2 cartes héros à chaque fois plutôt qu'après 3 cartes héros. Donc il jouera tous les 3 tours au lieu de jouer tous les 4 tours. Ce qui va évidemment faire descendre son deck plus rapidement et donc il sera urgent de pouvoir lui faire des dégâts pour le battre. Je crois que je vous ai tout dit, donc on va révéler la première carte vilain et vous allez voir comment ça marche. C'est très très simple. Alors, voyez que la carte, alors je les résous toujours dans l'ordre, la carte me révèle que dans le sens des aiguilles d'une montre, le fléau se déplace de 2 cases. Donc on voit, il y a les liens, hein. Donc 1, 2, donc il arrive ici, sur l'astéroïde de Magneto, où il a sans doute rendez-vous avec son acolyte. Et il déclenche son effet BAM, qui nous dit qu'il ferait un dommage à chaque héros des lieux qu'il a traversés ou sur lesquels il est arrivé. Il n'y avait pas de héros, donc j'applique pas l'effet. Par contre, c'est pas terminé. On a le Crimson Cosmo Armor, donc son armure pourpre. If any avatar of Sitorak threat card have been cleared. Donc si jamais j'avais réussi à éliminer
une carte avatar de Sitorak. Là, j'en ai deux là. Pour l'instant, je les ai pas éliminés. Eh bien, j'en remettrai une en jeu dans le prochain espace de lieu, dans le sens aiguille d'une montre qui n'aurait pas de menace. Coup de bol. Donc cette carte, c'est très bien qu'elle tombe maintenant, parce que si j'avais déjà fait du ménage, elle m'en aurait remis en jeu et ça m'aurait fait perdre du temps. Mon tour est terminé, donc maintenant c'est à moi d'agir. Alors... Ouais. Donc le tour d'un héros, c'est simple, il pioche une carte. Donc je vais piocher ma première carte tornade. Et après, il joue sa carte. Alors, je vais jouer Cyclope, ici. Donc je joue Cyclope. Donc Cyclope, son pouvoir, c'est simple. Il me permet de mettre 2 actions héroïques sur la case où je suis. Autrement dit, je prends les tokens d'action héroïque et je commence à compléter la mission ici. Hop. Toc. Voilà. Et j'ai joué mon premier tour héros. Donc tour suivant, je pioche une carte. Et je vais jouer Cyclope, qui lui a 2 icônes Joker. Donc il fait ce qu'il veut. Donc pour la première icône Joker, il l'utilise comme un... Comment dirais-je, comme un jeton héroïque, ce qui lui permet de compléter cette carte. Donc il a encore une icône Joker et 2 icônes. Hein. Je rappelle que celle d'avant compte aussi 2 icônes action héroïque. Donc comme cette carte est complétée, je mets son petit crâne ici. J'enlève l'avatar de Sitorak, qui est HS. Ça, c'est top. Et ça me fait, si je termine mon tour ici, je peux gagner un token de mouvement, un token d'action héroïque ou un token de combat qui m'aidera. Ça, c'est la première chose. Ensuite, Cyclope va utiliser... Alors, que je dise pas de bêtises. Il lui reste une action de Joker et 2 actions héroïques. Il va utiliser son action de Joker pour se déplacer ici, comme si c'était un mouvement. Et il lui reste 2 actions héroïques. Et là, il recommence. Eh bien, il place 2 actions héroïques sur cette carte-là du pouvoir de Sitorak, qui me permet de me préparer à l'éliminer elle aussi. Ça va me faire un peu de temps. Voilà. Il me reste encore une carte héros à jouer. Donc pareil, je pioche une carte et je regarde ce que je fais. Eh bien, écoutez, je vais continuer. Je vais jouer un Wolverine cette fois-ci qui va me donner un mouvement, une action héroïque et 2 jokers. Donc j'utilise le mouvement de Wolverine pour venir ici. Son action héroïque pour liquider cette carte du pouvoir de Sitorak. Voilà, ça m'en fait une deuxième d'enlever, c'est très très bien. Donc un deuxième marqueur ici, c'est parfait. Et il lui reste 2 actions de Joker. La première action de Joker, il va venir ici sur l'île de Muir. Et la deuxième action de Joker, il va récupérer... non, il va... voilà, il va faire ça. Hop. Il va commencer à s'occuper également de cette menace. On va essayer de nettoyer les menaces le plus rapidement possible, parce qu'elles sont dures à faire. Hein. Vous voyez, ce ne sont que des icônes comme ça que je peux utiliser. Il faut que je les liquide le plus rapidement possible. Là, du coup, j'ai terminé ma partie héros, puisque j'ai joué mes 3 cartes héros, hein, qu'on voit sur la timeline ici. Et du coup, je vais jouer la prochaine carte de Juggernaut. Alors cette fois-ci, il part dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ça m'arrange bien. Donc, on est d'accord, hein, c'est le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc, il repart dans l'autre sens, il retourne au club des damnés, et comme il n'a traversé personne, son effet BAM ne s'applique pas. Par contre, c'est la même que tout à l'heure. Si j'ai clearé... Alors non, si c'est un avatar de Sitorak, pardon. Ouais, c'est ça. Si c'est un avatar de Sitorak que j'ai nettoyé, ce qui est le cas. J'en ai fait un, et oui, hélas.
Place one them back in play in the most counterclockwise location. Donc j'en mets un en jeu dans l'espace anti-horaire le plus proche. Donc du coup, pas de bol, je remets un avatar de Sitorak ici en jeu. Il va falloir que je le renettoie à nouveau. Je pensais être tranquille, mais j'avais encore une carte de ce type-là. Ça n'est pas grave. Le fléau est un adversaire redoutable, on le sait. Maintenant qu'il a joué ses cartes, je peux m'occuper des miennes. Alors, toujours pareil, la carte que je vais jouer, je pourrais appliquer les effets de la dernière carte héros jouée avant elle, même s'il y a un ennemi entre les deux. Ça pose pas de problème. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais jouer Tornade, hop, qui peut bouger d'un cran. Ah, excusez-moi, j'ai pris Tornade. C'est pas Jean Grey, c'est Tornade. Je sais pas pourquoi j'ai fait une erreur. C'est pas grave. On va corriger ça immédiatement. Je prends Tornade et l'affaire sera réglée. Hop, voilà. C'est pas bien grave, hein. J'ai pris Tornade, excusez-moi, je m'étais trompé dans mon paquet quand je l'ai constitué. J'ai pris du Tornade, bah, je joue donc Tornade. Elle se déplace d'un cran. Et elle peut faire un déplacement et une icône comme ça. Alors, bah, je vais commencer par à réadresser ça. Et je vais déplacer Tornade. Ah oui, relocate any hero to different location. Donc elle peut, avant de se déplacer, elle peut remettre les héros dans différents lieux. Donc je vais ramener mes deux acolytes avec moi sur la base de départ. Voilà. Any heroes au pluriel. Donc je pouvais en faire plusieurs. C'est parfait. Ensuite, je vais faire Cyclope. Donc Cyclope va remettre un marqueur comme ça. Et il peut bouger. Donc il va venir ici. Et à la fin de son tour, il peut bouger sur n'importe quel lieu. Donc il vient ici. C'était son effet de fin de tour. Enfin, nous avons... bah écoutez, je vais jouer Tornade à nouveau. Ou non, plutôt, je vais jouer ça. Je vais jouer une Tornade comme ça. Qui va donc me placer pour un joker, ça. Donc je réussis à nouveau cette mission. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, elle a deux jokers. Donc elle se déplace... Bah, écoutez, elle se déplace ici. Voilà, ça c'est fait. Et elle a un autre joker, donc elle utilise ce pouvoir-là pour voilà, commencer à s'occuper de cette case. Et nous avons joué nos 3 héros, ça veut dire que c'est au tour du fléau d'agir. Alors il se déplace de 2 cases dans le sens anti-horaire. Boum, boum, il fait son effet bam. Donc je défausse une carte de ma main, puisque du coup... Alors je vais défausser une carte de Cyclope. Voilà. Ça c'est fait. Et vous voyez ici... Alors là, il appliquerait l'effet sur la case où il arrive. Il appliquerait cet effet-là si la carte qu'il y avait en avait un. C'est pas le cas sur les cartes du fléau, mais certaines cartes ont des petites icônes comme ça sur les cartes qu'on pose ici. Et du coup, ça peut faire des effets. Par contre, lui, il va mettre des méchants. 2 sur la case où il est, un à droite, un à gauche. Ça, c'est pas un cadeau. Donc 2 méchants sur la case où il est. Je vais le mettre tout de suite. Est-ce qu'il peut? Oui, il peut. Coup de bol. Il va falloir que je m'en occupe quand même, hein, parce que là, ça peut faire mal. Donc 2 méchants ici et là, voilà, et un à droite et un à gauche. On peut les mettre aussi, hein. Il faut savoir que si, je le rappelle, hein, si je n'arrivais pas à mettre les cartes qu'il me demande, j'appliquerais l'effet overflow, et donc en fait, je ferai un dégât à mes héros. Mais ça y est, il a joué. Alors, je vais piocher une carte, et on va continuer à nettoyer les choses. Alors, ouais. Qu'est-ce que je peux faire? Continuer à jouer Tornade, ça serait pas mal. Ouais, ça serait pas mal. Alors, je vais jouer Tornade ici. Hop. Du coup, elle a 3 icônes Joker. Pour les 2 premières, elle termine cette mission-là. Et il lui en reste une. Bah écoutez, elle va pour une...
Pour une, elle va éliminer, comme si c'était un combat, cet ennemi. Hein, c'est les icônes combat qui permettent de faire ça. Et comme elle termine son tour ici, elle peut faire un dégât à un ennemi dans n'importe quel lieu. Elle va éliminer celui-ci. Voilà. Et chaque ennemi éliminé, bien sûr, est placé sur la case là. Hein. Donc, ce qui veut dire que ça nous permet quand même de faire du ménage. Voilà. Et de remplir potentiellement une deuxième mission. C'est fait pour Tornade. Elle a plutôt bien joué. Maintenant, nous allons... Écoutez, j'ai presque envie. Alors, il me reste quoi? Un de chaque, hein. De toute façon, c'est pas compliqué. Cyclope n'a pas de possibilité. Wolverine pourrait se déplacer. Là, ils sont loin de ce qu'il faut faire, là. Donc, il faut quand même que je m'occupe d'eux. Donc, je vais déplacer... je vais jouer cette carte-là pour Tornade à nouveau. Ouais, c'est ça. Je joue cette carte là pour Tornade, j'avais oublié de repiocher. Donc elle a un joker et une icône d'action spéciale. Donc pour un joker, elle se déplace ici et elle utilise son icône d'action spéciale pour commencer à s'occuper de l'avatar de Cyttorak qui est ici. Voilà. Ce qui fait qu'on va essayer d'en nettoyer encore un. Ça serait pas mal. Ouais. Ah ouais, ça serait pas mal. Et il me reste une action. Alors... Eh bien, écoutez, elle va faire ça. Elle va jouer celle-là. Donc, elle va se déplacer. Donc, elle va venir ici. Et elle fait un reloquette des héros dans différents lieux. Donc, elle emmène Cyclope ici. Et elle emmène Wolverine ici. Voilà. Et elle a fini son tour. Comme ça, on est prêt à traiter les autres menaces. Attention, c'est parti. C'est au tour du fléau d'agir. Alors là, il va faire mal. Hein. 4. Alors, 4 dans le sens horaire. Donc là, de toute façon, 1, 2, 3, 4. Il a tout traversé. Donc, ouais, ça fait 3 dégâts. Oh la vache, ça fait mal. Je suis presque KO. Il fait 3 dégâts avec ses bâmes. Et là où il arrive, il va mettre des civils. 2 sur sa case. Ah oui, là, ça, elle a fait très très mal cette... Ah oui, on est bien d'accord, hein, c'est bien un dommage à chaque héros dans les locations qu'il traverse. Hein, il n'y a pas à tortiller. Hein. Et il a un civil dans chaque case adjacente. Donc un ici, il me restait une place, ça tombe bien. Et un ici. Wow, ça fait mal. Hein. Et je joue la carte du fléau ici. Voilà, c'est à moi de jouer. Alors, j'ai plus grand chose. Heureusement, j'ai une carte qui va m'être utile. Alors, je pioche déjà. Je joue la carte de Wolverine et voyez ce qu'elle me dit. Tant que cette carte est face-up dans la storyline, hein, donc c'est-à-dire ici où je vais la jouer, si vous avez moins de 3 cartes en main à la fin du tour vilain, vous pouvez piocher une carte. Donc ça va m'être très utile. Donc Wolverine pourrait se déplacer et placer un jeton comme ça. Il va en placer un comme ça. Et... il va se déplacer là. Ouais, il va se déplacer là. Ensuite, je repioche une carte. Alors, Tornade. Est-ce que... Ouais, si, je vais jouer ça. Alors, hop, je joue Cyclope. Il pioche. Donc, il joue une carte comme ça, plus une comme ça. Donc, il en joue 2. Ce qui fait qu'il se débarrasse de l'avatar de Cyttorak. Donc ça, c'est top. Il n'y a plus d'avatar de Cyttorak en jeu. Et je complète ma 4e carte. Ce qui fait que ça dégage. Et du coup, je suis dans la configuration où le vilain joue tous les 2 héros. C'est-à-dire qu'il va jouer maintenant. Et j'avais la possibilité de donner un token à un autre héros. Donc en l'occurrence, quand on joue en solo, c'est à moi-même. Bah, je vais me donner un token comme ça. Hein, parce que de toute façon, c'est ça qu'il faut que je finisse très rapidement. Voilà, et donc c'est au tour du vilain de jouer. Attention, ça peut me mettre en game over suivant ce que va faire Juggernaut. Ah oui, j'ai bien peur que ce soit le cas. Puisqu'il fait sens horaire de 4, il fait un blâme. Donc 1, 2, 3, 4, et malheureusement il me fait 2 KO. Il m'élimine ma dernière carte, je suis en game over en solo. Le fléau a remporté la partie contre les X-Men.
Voilà, je voulais vous présenter ce jeu. Alors, je n'ai pas affronté l'ennemi le plus facile, hein, soyons clairs. Il n'est pas évident du tout à faire, le fléau. Il y en a des plus simples hein, dans cette boîte de démarrage que j'ai, hein, de X-Men United, hein, puisque c'est la boîte de base, hein, c'est le matériel de la boîte de base, à part les ajouts cosmétiques que je viens d'utiliser pour vous faire la démo. En tout cas, je voulais vous montrer ce jeu. Il est nerveux, il est rapide, il permet de faire plein de choses. On doit évidemment jongler entre les missions qu'il faut compléter ici pour avoir des avantages en fin de tour et que ça nous permette finalement de récupérer des avantages. Alors, il y a tout un pool de paquets de cartes. Hein. J'en ai un paquet extraordinaire, vous voyez. Tout ça, ce sont des lieux possibles différents. Donc ça veut dire qu'on peut varier et se faire ses propres petits scénarios en fait. J'ai évidemment un pool d'ennemis incroyable. Dans la boîte de base, nous avons en héros supplémentaires, j'ai le professeur Xavier, le Fauve et Jean Grey, mais j'ai aussi Mystique, Magneto et Dents de Sabre en ennemis. Puis évidemment, avec les extensions et les stretch goals de la campagne Kickstarter, on a absolument tout l'univers X-Men, hein, des ennemis comme Sauron, comme effectivement le Jason Wingard, des adversaires imprévisibles de l'univers, les sentinelles, hein, j'ai une extension avec les robots sentinelles qui sont énormes, hein, c'est des figurines monstrueuses, et donc on peut jouer évidemment les sentinelles, ces robots chasseurs de mutants qui ont été créés par le professeur Bolivar Trask, et puis repris après par le docteur Stephen Lang. Voilà, donc tout ce qu'on a vu dans ces albums des X-Men, on peut le jouer et le simuler en mettant les bons lieux, en prenant les bons héros. Et puis c'est sympa ce mode solo, finalement on joue 3 héros en même temps, avec un paquet unique, ce qui nous simplifie la vie, plutôt que d'avoir 3 mains à gérer, et ce sentiment de jouer en équipe, parce que les X-Men sont aussi une équipe de héros, et donc c'est important de pouvoir voir comment ils fonctionnent. Donc on a perdu la partie, ça n'est pas grave, je savais qu'elle serait compliquée. Si j'avais pas pris tous ces dégâts au tour suivant, je pense que on aurait pu compléter cette mission, peut-être celle-là. On aurait eu tous les lieux de dégager. Probablement qu'on aurait enchaîné après rapidement pour finir les méchants et pouvoir commencer à faire des dégâts à Juggernaut et lui faire perdre ses points de vie, sachant qu'il n'était plus protégé du coup par son pouvoir de Cyttorak qui réduisait les dégâts qu'il pouvait prendre. Et donc après c'est une course, hein, parce qu'évidemment vous imaginez bien que quand on en est là, il faut le rattraper, il va bouger tous les 2 tours et il va falloir essayer de le gauler dans un coin pour lui faire un max de dégâts avec nos 2 cartes héros et puis en 2-3 tours essayer de le liquider. C'est vrai avec tous les ennemis, sachant que des ennemis spécifiques ont des pouvoirs différents. Je vais vous montrer un exemple que vous puissiez vous rendre compte. Par exemple, vous voyez, si j'avais pris Dents de Sabre, il aurait un plan machiavélique. Voilà. Donc lui il a un hunted token, un token de chasse, hein, puisqu'il essaye de chasser ses proies pour les attraper, et donc si ce token se trouve sur un héros spécifique, ils perdent. Pour Mystique, voilà, on va avoir le token du sénateur Kelly, hein, puisque c'est une comment dirais-je, c'est une référence au scénario futur antérieur, hein, où on avait la fille de, on avait Kitty Pryde, pardon, qui remontait dans le temps pour posséder son propre corps et qui alertait les X-Men sur le fait qu'il allait y avoir une tentative de meurtre sur le sénateur Kelly, qui aurait du coup déclenché ce programme anti-mutant avec la construction des Sentinelles. Et donc là, l'objectif, c'est d'empêcher que le sénateur Kelly soit tué. Avec Magneto, on a un plot, les héros perdent s'il n'y a plus d'humains, de civils, hein, ces têtes bleues là, sur les lieux à n'importe quel moment, puisqu'effectivement Magneto veut la suprématie des mutants, et lui ça lui pose aucun problème d'éliminer la race humaine, donc c'est une course contre la montre pour l'empêcher de tuer les civils partout. Et vous voyez chaque vilain, et on en a un paquet extraordinaire avec le Kickstarter, et je vous parle même pas si on additionne les 2 campagnes, hein, le Marvel Avengers, et là vous avez quasiment toute la panoplie de héros Marvel qui existent. On a des Iron Fist, on a des Daredevil, on a des Elektra, on a évidemment dans cette campagne X-Men, il y avait aussi des ennemis, des lieux et les personnages des 4 Fantastiques. Donc vous pouvez jouer aussi avec l'équipe des 4 Fantastiques. Ça, c'était extraordinaire. C'était sorti dans une boîte à part. Bref, on peut faire toutes les combos qu'on veut et réécrire les scénarios de tous les albums mythiques qu'on a pu lire quand on était jeune. Et Dieu sait que moi, j'en ai lu, parce qu'évidemment, en parallèle de Strange, Special Strange et Titan, je me suis acheté des albums de l'Araignée, qui étaient des récits complets, hein. On avait du coup 4 épisodes dedans. Pareil pour les 4 Fantastiques, notamment leurs
leurs aventures contre le Docteur Fataliste. Donc en fin d'année, on va avoir Doomsday qui va sortir au cinéma. Je pense que ça va encore être une adaptation très très litigieuse de ce qu'a fait Marvel, mais c'est comme ça. Et aujourd'hui, il faut s'attendre à ce que les scénaristes réécrivent. Déjà, le simple fait de voir le personnage qui incarnait Iron Man jouer le Docteur Fataliste, ça pose un problème par rapport au matériel original. Moi, je suis pas très fan de tout ce qui est multivers, hein, ce qu'ils ont fait après pour tordre les trucs dans tous les sens. Moi, je suis très fidèle aux comics d'origine des années 1960, 1970, début des années 80, pas plus loin. Après, je trouve que ça s'est déformé. On fait mourir des personnages, mais finalement, ils sont pas morts. On les fait revenir. Bref, ça a perdu de sa saveur. Mais à cette époque, ça avait du sens. Et donc, j'ai lu les albums des Fantastiques, notamment, j'ai fini par acheter ce fameux Panique à New York, hein, qui m'avait attiré l'œil. Vous vous souvenez, au tout début. J'ai enchaîné derrière avec sa suite, Perdu dans le cosmos, et puis alors extraordinaire, Le Maître des Esprits, où il y a un alien qui arrive sur Terre, qui s'appelle Mastermind, et qui veut soumettre la race humaine, et là, ça se termine dans l'album Les Sortilèges de Diablo, il y a un affrontement avec les 4 Fantastiques et dantesques, qui sont même obligés de se faire aider par leur ennemi, le Docteur Fatalis, pour arriver, tant bien que mal, à quelque chose. Enfin, franchement... Cet univers, il est incroyable. Ce que vous envoyez au cinéma, ça n'est qu'une goutte d'eau par rapport à la réalité. Si vous avez l'occasion de vous procurer les vieilles revues Strange, Special Strange Titan, voilà, des années à partir de 1977, je dirais 76, 77 jusqu'à 83 à peu près dans ces années-là, 83, 84, vous allez avoir un contenu incroyable et des histoires extraordinaires, et notamment dans cet univers X-Men avec tous ses ennemis. Donc voilà, nous n'avons pas battu le fléau. Une fois de plus, il a triomphé de ses adversaires. Hein. C'est un peu une réédition de ce qui s'est passé dans la bataille des souterrains, des caveaux de Castle Cassidy, où il avait triomphé de l'équipe. Alors évidemment, pas tout à fait la même équipe. On avait bien Wolverine et Tornade, mais on n'avait pas les autres. C'est Cyclope qui les a rejoints. Il n'aura pas été d'une grande utilité. Mais c'est comme ça. En tout cas, je suis content de vous avoir partagé voilà, ce mini-scénario, de vous avoir montré le matériel et que vous ayez pu comprendre comment fonctionne cette mécanique. Alors, je vous ai appliqué les règles solo. Les règles multi sont très peu différentes, si ce n'est que on est plusieurs joueurs, chacun a son paquet et joue à son tour pour son héros. Là, en multi, on mélange. Ça veut dire qu'on peut faire agir plusieurs tours de suite le même héros. Vous voyez, j'ai fait jouer Tornade 2 fois de suite, Cyclope 2 fois de suite. Ça serait pas possible en mode multi puisqu'on passerait son tour chacun. Mais sinon, les mécaniques seraient les mêmes avec ce vilain qui agit au début tous les 3 tours en commençant le premier, tous les 4 tours, pardon, et ensuite tous les 3 tours. Et c'est là que ça s'accélère. En fait, il y a une espèce d'accélérateur sur la partie où il faut aller très très vite pour réussir à le battre. Parce que vous avez vu, ça s'enchaîne très rapidement comme il enchaîne ses cartes. Puis vous voyez, même 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, il a 12 cartes dans son paquet au départ, ça veut dire qu'il était pratiquement, j'ai envie de dire, à la moitié de son paquet, hein, ce qui est aussi une condition de game over. Moi, j'avais encore du mou dans le mien, ça c'était pas un problème, mais la partie s'accélère vraiment très très vite à partir de ce moment-là, et c'est vrai que derrière, on peut vite perdre, et il faut faire attention à jongler vraiment entre les cartes qu'on nettoie, sachant qu'en plus, les ennemis peuvent avoir... Je vais montrer si je peux, je vais vous montrer ce que ça peut donner sur d'autres. Par exemple, Mystique, je suis persuadé qu'elle a des alliés avec elle. Voilà, c'est ça. On va prendre les Fred de Mystique. Et vous allez voir que donc, ces fameuses 6 cartes qu'on met en bas, bah voilà. Là, on peut avoir ces alliés de la confrérie des mauvais mutants. Donc, on peut avoir Avalanche, on peut avoir Destinée, voilà, là on va en avoir plus, on va avoir Pyro, voilà, puis après des cartes qui ressemblent un petit peu, et le Crapaud, des cartes qui ressemblent à ce qu'on a eu, mais vous voyez qu'ici ça va être des ennemis à battre, donc ils vont avoir eux aussi un score de points de vie, nombre de joueurs plus 2, nombre de joueurs plus 1, voilà, on met ces tokens et il va falloir les affronter avec des actions de combat, comme pour battre les méchants qui sont sur les cartes sous forme de tokens, ou notre fléau si on avait pu l'affronter, il faudra les éliminer, et tant qu'ils seront là, bah, ils auront des effets qui se déclencheront, par exemple sur les cartes BAM des ennemis, de notre ennemi, du plan du coup de Mystique, hein, puisque c'est elle, ces personnages sont associés à Mystique. Et puis même quand elle arrivera sur leur case, hein, ça pourra déclencher les effets de sa carte à elle. Donc vous voyez, ça peut être extrêmement puissant et nous faire des choses quand même pas simples à gérer quand on a cette mécanique-là. Donc vous n'avez pas vu cette partie-là, avec le fléau c'était un peu plus simple, c'est pas pour autant que j'ai gagné, parce qu'il est redoutable, hein, il fonce dans le tas, vous avez vu, il massacre tout
tout le monde. Et c'est ça, hein, le personnage, c'était une espèce de brute indestructible que personne ne pouvait abattre, et quand ils vous rentraient dans l'art, vous étiez KO. D'ailleurs, dans la bataille de Castle Cassidy, il finit par éclater Colossus. Enfin, il les a tous vaincus à la fin. Certes, le deuxième épisode sera une revanche derrière, et les X-Men s'en sortiront, vous vous en doutez. Mais en tout cas, cet épisode se termine par une défaite totale des X-Men, et le sourire triomphant du Fléau et de Black Tom Cassidy qui pensent avoir réussi leur coup. C'est vraiment une bonne manière, et chaque personnage est différent, de simuler les pouvoirs et les capacités spéciales et la posture des différents vilains et des différents héros. Et donc, quand vous avez l'ensemble de ce contenu, bah, effectivement, vous avez une possibilité de comboter tout ça qui est extraordinaire. Donc vraiment, je vous renvoie d'un côté à ces lectures si vous avez envie de voir ces comics originaux et de lire ces histoires, elles sont vraiment sensationnelles. Et de l'autre côté à cet excellent jeu qu'on trouve en boutique, évidemment sans le matériel additionnel, mais il se joue très bien sans ça sur une table, il n'y a pas de souci. Au lieu de faire une timeline circulaire comme ça, on met les cartes en rangée les unes derrière les autres, la mécanique est la même, et on retrouve la même sensation. Et rien qu'avec la boîte de base, vous voyez, vous avez quand même 4 vilains différents, 5 ou 6 héros, et puis ils ont sorti, malgré que c'était normalement des exclusivités Kickstarter, en tout cas sur la partie X-Men, ils ont sorti des boîtes supplémentaires, donc il y en a dans lesquelles vous allez trouver Colossus, comment dirais-je, le Hurleur, enfin tous les personnages de cette fameuse équipe vont y être, à part peut-être Diablo, qui me semble-t-il faisait partie des exclusivités Kickstarter de ce qu'on appelle les stretch goals, qu'on a en plus pour ceux qui ont aidé à financer le jeu. Donc là, du coup, celui-là, vous ne l'aurez pas, donc vous n'aurez pas forcément l'équipe intégrale, mais quasiment. Et avec ces différentes boîtes d'extension, il y a même celle des Sentinelles qui est incroyable, comme je vous disais, avec des figurines énormes. Vous allez pouvoir revivre finalement les moments clés de la saga et les épisodes et les scénarios, les scénarios les plus mythiques. Vous allez pouvoir les coucher sur la table avec cette mécanique extrêmement simple, puisque je vous dis, voilà, le résumé du tour de jeu en multi, mais en solo, finalement, la seule différence, voilà, c'est qu'on a un paquet unique et qu'on peut faire jouer 2 fois de suite le même héros, ça s'arrête quasiment là. Et puis, effectivement, les effets qui s'appliqueraient à un autre joueur, ils s'appliquent à vous. Si on dise le héros, c'est celui dont on vient de jouer la carte. Mais à part ces petites restrictions, on est exactement sur la mécanique du multi, il n'y a pas de différence, ça permet de jouer à une main, donc c'est vraiment tip top. Moi, je vous recommande vraiment ce jeu, parce que on est dans l'univers Marvel, on est dans l'univers X-Men. Alors, il y a les boîtes aussi pour les Avengers, et notamment dans les scénarios des Avengers, on a une boîte qui permet de revivre l'histoire des pierres d'infinité avec Thanos. Donc si les films vous ont plu, si vous avez aimé ça, vous avez la possibilité de gérer ce scénario. Alors c'est pareil, je crois qu'il a une carte ou un gant même, je crois, sur lequel il faut mettre les pierres qu'il va essayer de récolter dans les lieux. Il y a une série de scénarios à faire, extraordinaire aussi. Enfin, vous avez une quantité de variabilité entre les différents méchants, les différents héros. Et je suis sûr, j'ai pas été voir, mais qu'il y a sûrement des joueurs sur Board Game Geek qui ont commencé à créer des campagnes ou des scénarios maison pour justement recréer les scènes clés des albums Marvel. Ça, j'en suis convaincu, puisque encore une fois, cet univers est d'une richesse incroyable. Le nombre de héros et de vilains qu'il y a, c'est juste délirant. Et vous avez une bonne partie de ce contenu-là, pas tout bien sûr, ça serait impossible, mais vous avez quand même les principaux, les plus emblématiques. Vous les avez dans ces boîtes, et ça vous permet de comboter ça comme vous voulez pour jouer des parties et retrouver cette ambiance des lectures de votre jeunesse, si vous êtes comme moi et que vous avez lu ça étant jeune dans les années 70-80, ou des films pour ceux qui n'ont pas connu ça ou qui ont lu plus moderne. Vous allez quand même retrouver tous les personnages qu'il faut, tous ceux qui vous ont fait rêver, et vous allez les incarner. Si vous avez un peu de talent en peinture, vous pouvez vous amuser à les peindre, comme je l'ai fait moi. Alors évidemment, il y en a qui sont beaucoup plus doués que moi, qui font ça beaucoup plus joli. Moi, j'ai utilisé de la contraste, Citadel, et puis un peu de Speed Paint, Army Painter, mais ça marche très bien. Une fois qu'on a sous-couché les figurines en blanc, avec un petit pinceau, vous mettez des effets de couleur et ça rend un résultat tout à fait acceptable. En tout cas, en vue plateau de haut, ça passe impeccable. Faut pas avoir l'œil dessus, bien sûr, mais ça passe impeccable. Et du coup, ça pimpe le jeu. Parce que sinon, faut savoir que les méchants, en général, sont en rouge. Et les héros en bleu, les détails ressortent pas énormément quand vous avez la figurine de base. Mais en même temps, si vous n'êtes pas peintre, c'est pas grave. Ça marche très bien. Et puis, rien ne vous empêche
Même si on a ce look un peu cartoon chibi, alors qu'il n'a pas plu à tout le monde, mais moi je trouve ça sympa, de remplacer ça par des figurines HeroClix ou des choses équivalentes. Il y en a plein dans le commerce, avec les vrais héros, et du coup ça aura une gueule encore plus incroyable. Alors évidemment ça ne matchera pas avec l'illustration chibi des cartes, mais peu importe, le résultat restera tout à fait valable. Vous savez que c'est Cyclope, vous jouez la figurine de Cyclope, point barre. C'est tout à fait possible. Et du coup ça vous permet, pour ceux qui ne peignent pas, si vous le souhaitez, pardon, d'avoir les belles figurines en couleur, ce qui donne évidemment tout de suite plus de cachet sur la table. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de la situation, avec beaucoup de digressions encore une fois, mais vous l'avez compris, c'est un univers qui me passionne et j'avais envie de partager aussi ça avec vous, mon enthousiasme pour l'univers Marvel et notamment la saga des X-Men. Et encore une fois, si vous pouvez lire la saga des nouveaux X-Men depuis leur arrivée, ça commence par un épisode où Xavier recrute la nouvelle équipe pour aller secourir l'ancienne qui est prisonnière sur une île qui s'appelle Krakoa. Je vous en dis pas plus, mais c'était un épisode mythique celui-là. C'était le Giant Size X-Men, c'est comme ça que s'appelait l'album en 1975, je crois. Jusqu'à à peu près 44-45 épisodes. Voilà, les 44-45 premiers épisodes, vous avez un cycle complet qui vous emmène au dénouement de la saga du Phénix Noir. Et franchement, pour moi, que ce soit en matière de qualité de dessin, de crayonné, de couleur, d'ancrage, de scénario par Chris Claremont, c'est la meilleure série des épisodes X-Men. Il y en a d'autres qui ont été très bien après, attention, je dis pas le contraire, mais pour moi, ça a été la meilleure, elle se lit très bien, et tout est lié, c'est-à-dire que vous avez des éléments qui vont se passer dans les premiers épisodes, vous n'allez pas comprendre à quoi ça correspond, et vous allez les voir revenir beaucoup plus tard en vous disant « Ah, c'était ça, ils étaient en train de préparer ce truc-là, ce mec-là s'était infiltré, c'était lui qui était derrière tout ça ». C'est vraiment incroyable, ça ferait une série télé du tonnerre si quelqu'un se décidait à adapter ça comme ça, sans toucher à une ligne. Je pense que ça ferait un tabac. Mais bon, voilà, le choix n'a pas été fait par Hollywood dans ce sens, et c'est bien regrettable. Sur ce, et après cette vidéo de ce mercredi, qui vous fait découvrir un nouveau jeu et un nouvel univers et de nouvelles mécaniques, très sympa pour jouer en solo, je vous souhaite une excellente fin de journée, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.